En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous allons faire un peu d'histoire. Nous avons en effet le plaisir de recevoir les journalistes, essayistes, historiens Jean-Christophe Buisson et Brice Couturier. Nous parlerons de leurs livres, tous deux consacrés à une année clé dans l'histoire de l'humanité. Dans 1945, publié aux éditions Perrin, Jean-Christophe Buisson explore cette année charnière qui marque à la fois la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début d'un nouveau monde. Dans 1979, le grand basculement du monde, également publié chez Perrin, Brice Couturier nous fait revivre l'année où Roménie l'emporte. Un changement d'air là aussi qui marque le début du combat de l'islamisme contre l'Occident. Qu'est-ce que 1945 et 1979 nous apprennent sur le chaos politique et géopolitique actuel? 2024 a-t-elle été elle aussi une année charnière? À quoi faut-il s'attendre en 2025? Tout de suite les réponses de Jean-Christophe Buisson et Brice Couturier en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Brice Couturier, Jean-Christophe Buisson, bonjour. 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 Et bonne année. Et bonne année. Très heureux de vous recevoir pour cette première émission de l'année, émission qui sera justement l'occasion de faire le bilan de l'année précédente, de se projeter un peu en avant et puis de faire un peu d'histoire puisque nous allons parler des années 1945 et 1979, des années, on le verra, qui annoncent le monde dans lequel nous vivons. Mais tout de suite peut-être un bilan de 2024. Vous décrivez tous les deux dans vos livres respectifs une année charnière. Est-ce que 2024 a été elle aussi une année charnière? Il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en retenez, Brice Couturier? L'élection de Donald Trump, c'est ce qui va manifestement bouleverser les rapports de force dans le monde dès qu'il va avoir pris ses fonctions. Et puis, ça a commencé avant même qu'il les ait prises, du reste. La chute du régime d'Al-Assad, le baassisme en Syrie, c'est déjà un des effets de l'élection de Trump. Et on va en voir un paquet d'autres comme ça. Puis ça va surtout accélérer un certain nombre de phénomènes qui sont déjà en cours. La parcellisation du monde, la fin de la mondialisation, le regroupement de certains pays, de certaines zones autour d'une puissance centrale, le retour des empires, etc. Bref, je pense que c'est surtout, si je fais un livre dans 25 ans, ça sera plutôt sur l'année 2025, sur l'année 2024, parce que c'est celle-là, à mon avis, qui va être vraiment décisive. Justement, mais n'anticipez pas trop la suite de l'émission. On est dimanche matin, mais effectivement, on va se demander aussi si l'année de 2025 est une année de basculement du monde, une année qui fait écho à 1945. Mais d'abord 2024, Jean-Christophe Buisson, qu'est-ce que vous en retenez? Sur le plan international, je souscris à ce que vient de dire Brice Couturier, en y ajoutant ce conflit qui ne se termine toujours pas entre la Russie et l'Ukraine, qui à bien des égards d'ailleurs rappelle combien la création de l'ONU en 1945 est finalement un échec, comme l'avait été la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire ne pas parvenir effectivement à ce rêve qui est sans doute une utopie de faire en sorte que le monde vive en paix. Non, le monde ne vit pas en paix et cette guerre nous le rappelle tous les jours, cette guerre qui n'est pas si loin de chez nous. Et si on s'intéresse à la France, moi ce qui me frappe, c'est effectivement cette impuissance politique qui éclate au grand jour en 2024. C'est-à-dire on en parle souvent, vous aussi, vous le premier, j'allais dire Alexandre, de cette impuissance politique depuis des années, qui là d'un seul coup est parue évidente avec cette incapacité à former un gouvernement stable depuis plus d'1 an, puisqu'on a eu quand même 4 premiers ministres en 1 an. Et cette impression, le mot est revenu plusieurs fois dans la bouche des politologues et même des figures politiques, une espèce de retour à une 4e République. 4e République qui est née en 1945 et dont De Gaulle s'est éloigné 2 mois après être venu au pouvoir officiellement en novembre 45, dès janvier 46, en disant mais cette 4e République ressemble trop à la 3e République, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes appareils, c'est les mêmes personnes, alors que Marc Bloch l'a très bien dit dans Les Tranches des Fêtes, 1940 c'est aussi le fruit de l'impuissance politique. Alors si c'est pour refaire la même chose, ça ne m'intéresse pas. Et moi je suis frappé par cette année qui a montré effectivement cette incapacité à prendre de la hauteur sur les événements, à trouver un gouvernement assez consensuel avec cette assemblée qui est divisée en 3 blocs, comme
comme en 1945, elle était divisée en 3 blocs entre les communistes, les gaullistes et le mouvement démocrate chrétien. C'est pas tout à fait les mêmes blocs, mais ça y ressemble un petit peu. Et ça, c'est moi ce qui m'a frappé cette année, c'est de voir enfin éclater au grand jour ce qu'on dit depuis des années, mais qui ne se manifestait pas proprement, qui est on est peut-être arrivé au bout de quelque chose en 2024, et peut-être que dans 20 ans, on en parlera justement comme la fin fin de quelque chose, en tout cas en France. Est-ce que c'est une crise de régime, Brice Couturier, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Jean-Christophe Buisson citait l'étrange défaite. Le hasard fait que Emmanuel Macron veut panthéoniser Marc Bloch, mais il pourrait y avoir une forme d'ironie de l'histoire avec une nouvelle étrange défaite. Oui, c'est une crise de régime parce que les institutions que De Gaulle a imaginées justement en 58, elles étaient destinées à former 2 blocs, un bloc de droite, un bloc de gauche, qui alternaient au pouvoir autour d'un parti central majoritaire, les socialistes dans un cas, les néo-gaullistes dans l'autre, avec un appoint, les centristes à droite et les communistes à gauche. Or, aujourd'hui, comme vient de le dire Jean-Christophe Buisson, on est dans un système tripartite en réalité. Et les institutions ne sont pas prévues pour un système tripartite. Elles ne le supportent pas, parce que ça dégage pas de majorité quand il y a 3 partis et 3 blocs en gros de force à peu près égale. Donc c'est ingouvernable. Or la Ve République repose principalement sur l'idée qu'il fallait redonner le pouvoir à l'exécutif. Là, vous avez un président qui est déconsidéré par ses erreurs successives comme celle de la dissolution, et vous avez une majorité absente à l'Assemblée nationale. Alors, contrairement à ce que prétend la gauche, le bloc le plus important, c'est le bloc que constitue le centre macronien avec LR. Et ils arrivent à gouverner ensemble. Ça fait 20 voix de députés de plus que le bloc de gauche. Donc c'est normal que ce soit eux qui dirigent. D'autant que si on laissait un des 2 autres blocs, celui de la gauche ou celui de l'extrême droite, gouverner, ça provoquerait évidemment quelque chose qui peut ressembler à une guerre civile. Et on n'en est pas très loin, vu l'écart terrible qu'il y a entre d'un côté la France Insoumise, qui est un parti d'extrême gauche extrêmement violent, de nature à peu près insurrectionnelle, et de l'autre côté une extrême droite qui, elle, respecte les institutions, mais dont on sait que ses rapports avec l'esprit républicain sont, disons, discutables. Donc on ne peut pas laisser un des 2 blocs en question gouverner parce que l'autre, celui d'en face, ne le tolérerait pas. Donc le centre et l'alliance du centre et de la droite est la seule issue possible. Est-ce qu'elle est viable? Est-ce que ce gouvernement va tomber comme le précédent, victime d'une alliance contre nature entre les députés de l'extrême droite et ceux de la gauche? On verra bien. En lisant votre livre, je me demandais également, votre livre qui se penche sur l'année 1979, c'est l'année où Margaret Thatcher prend le pouvoir en Angleterre, et l'année qui ouvre un cycle qu'on pourrait qualifier de néolibéral ou de celui de la mondialisation qui pouvait paraître à l'époque heureuse. Et la France a comme souvent 10 ans de retard entre guillemets, puisque en 81, nous allons élire François Mitterrand. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce cas-là? J'ai l'impression que les autres pays occidentaux ont eu leur crise de régime et ils ont une alternative qui est une alternative qu'on peut appeler populiste. Moi, j'ai pas forcément de jugement de valeur sur ce qu'est le populisme. Avec Trump, par exemple, aux États-Unis, est-ce que finalement la France en est à la crise de régime avant de connaître une alternative? Vous avez dit que l'extrême droite nous allait nous entraîner nécessairement à la guerre civile. Est-ce que c'est pas le blocage démocratique qui nous entraîne à cette guerre civile-là? Il n'y a pas tant que ça de régimes démocratiques qui sont gouvernés par l'extrême droite aujourd'hui dans le monde. Regardez, le PiS a perdu les élections en Pologne et Orban est en train de les perdre également en Hongrie. Donc bon, c'est ce que je disais, on a une décennie de retard. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Ils sont au pouvoir, mais ils sont en train de le perdre. Non, ce qui domine l'école, ce qui dirige dans la plupart des pays démocratiques aujourd'hui, en tous les cas en Europe, ce sont des coalitions de partis qui sont capables de s'entendre sur un programme commun, ce que les Allemands vont essayer de faire à une coalition succédant à une autre. Nous, le problème, c'est qu'on n'a plus la culture de ces coalitions-là. Et comme vous le disiez tout à fait justement tout à l'heure, on est dans la situation à peu près de la 4e République. Enfin, c'est Jean-Christophe Buisson qui le disait. On est dans un système où il y a 2 extrêmes qui ne peuvent pas exercer le pouvoir en réalité parce que le reste de la population ne le supporterait pas. Et comme étaient les gaullistes et les communistes sous la 4e, et au milieu, vous avez des partis qui sont obligés de s'entendre, alors qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord sur l'essentiel. Il y a 2 contre-exemples quand même en ce moment qui sont l'Argentine et l'Italie, qui n'ont pas des leaders à proprement parler d'extrême droite. Enfin, on va pas gloser sur la définition d'extrême droite, mais entre le populisme effectivement
très libérale de Milei et la ligne de Meloni qui est pas du tout fasciste comme on l'a prétendu, mais qui est quand même d'une droite assumée, mais aussi très libérale, très ouverte à l'économie de marché, et qui semble pour l'instant réussir dans leur domaine. Donc en fait, ce qui marche, c'est le libéral-conservatisme, c'est pas le populisme. Exactement. Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est plus ça. Mais après, ils sont incarnés aussi par deux figures qui sont chacune dans son genre assez exceptionnelles. Ce que Bernanos disait, vous savez, De Gaulle voulait absolument que Bernanos vienne quand il est revenu en France en 45, et ils avaient eu un entretien. Ministre de la Culture, je crois. Voilà. Bernanos avait refusé en disant la France est dans la merde, mais comme vous êtes grand, vous êtes au-dessus. Et ça voulait dire, vous êtes un homme exceptionnel. Est-ce qu'on a en France aujourd'hui un homme exceptionnel qui peut incarner un mouvement libéral-conservateur ou autre qui puisse convaincre plus de la moitié de la population de se rallier à lui? Je pense que c'est ça le problème. Moi, j'ai pas le culte du sauveur, mais quand même la France a souvent besoin d'une figure un petit peu. Il y a des candidats, d'un homme providentiel. David Lisnard. Et très bien. Je vous propose que vous nous fassiez vos pronostics après une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite pour continuer à parler des années 2024-2025, mais aussi c'est le thème de vos livres respectifs, 1945 et 1979. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité, avec Jean-Christophe Buisson et Brice Couturier. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec les journalistes essayistes, historiens Jean-Christophe Buisson et Brice Couturier qui consacrent leurs livres respectifs à une année clé, une année charnière. Pour Jean-Christophe Buisson, c'est l'année 1945 et pour Brice Couturier, c'est l'année 1979, le basculement du monde. Les deux livres sont passionnants. Ils sont chez Perrin, je vous les conseille. Mais 1945 maintenant, Jean-Christophe Buisson, parce que pour ceux qui étaient là avant la pause, on a beaucoup parlé d'aujourd'hui. 1945, pourquoi cette année-là a été une année charnière? Vous expliquez que c'est la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau monde, peut-être le nôtre jusqu'à il y a peu, je dirais. Oui, c'est sans conteste la naissance d'un monde qui s'écroule en 1989 avec la chute du mur de Berlin, mais qui commence à être lézardé en 1979. On va en parler, et c'est très frappant. Pourquoi? Parce que 1945 voit la fin de l'hitlérisme, voit la fin des régimes totalitaires, de ce voile noir qui s'est étendu sur l'Europe et une partie du monde. En Asie, n'oublions pas le Japon, bien entendu, sur toute l'Asie du Sud-Est jusqu'en 1945. Donc ce système est mort, ce système totalitaire est mort, mais en même temps naît vraiment concomitamment le système totalitaire qui était réservé à la Russie et quelques régions satellites jusqu'en 1945 et qui va s'étendre sur toute une partie de l'Europe balkanique, orientale, centrale, une partie de l'Asie et bientôt en Afrique, qui est le communisme. Et ça, c'est assez frappant de voir que ces deux mondes cohabitent d'une certaine manière, c'est-à-dire que début 1945, l'armée rouge avance et installe des régimes politiques qui sont favorables ou qui vont bientôt lui être favorables, en même temps que les armées allemandes et ses alliés reculent, mais pas totalement. Rappelons que le Japon ne capitule qu'en septembre 1945. Vous avez encore 9 mois de guerre en 1945. Et en France, vous avez encore 5 mois de guerre. On fait des élections municipales à la fin du mois d'avril 1945, alors qu'il y a encore des villes qui sont tenues par les Allemands. Dunkerque, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan, il y a encore des garnisons allemandes. Donc c'est intéressant de voir que, contrairement à 1917, auquel j'avais consacré un premier livre, qui voyait vraiment la fin d'un monde, mais pas encore la naissance de celui qui allait succéder. Là, on voit ces deux cohabiter. Et pourquoi? Parce que en 1945, fin de l'année 1945, tous les grands leaders qui étaient au pouvoir le 1er janvier 45, que ce soit Hitler, Roosevelt, Churchill, De Gaulle, ont tous disparu de la scène politique, soit tués, comme Hitler, Mussolini, soit morts comme Roosevelt, soit qui ont quitté le pouvoir, chassés par les urnes pour Churchill, ou de son propre fait par De Gaulle. Donc, si vous faites une photo du 1er janvier 1945, vous prenez les 7 ou 8 grands chefs d'État au pouvoir, il n'en reste plus qu'un. En janvier 1946, c'est Staline. C'est Staline, et qui étend son pouvoir sur le reste du monde et qui détermine ce que sera l'histoire du monde pendant 40 ans avec cette prise de pouvoir et cette tentative de conquête du monde entier par le communisme, notamment en France. C'est ça qui est aussi fascinant, c'est que en 1945 arrive un gouvernement de coalition après le référendum d'octobre 1945. Vous avez des ministres communistes
avec des ministres gaullistes. Il y a une tentative d'entente, alors qu'il y a une pensée sous-jacente chez les communistes, c'est quand même de prendre le pouvoir. Staline leur a dit non, pas par les armes, rendez les armes, on va y arriver par la prise de pouvoir d'une certaine manière pacifique. Ils vont pas y arriver, mais ils vont quand même avoir cette idée, et en se disant, commencez déjà par conquérir le pouvoir culturel, fidèle à Antonio Gramsci. Et donc c'est comme ça qu'en 1945, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui conséquence de ça, ça va se mettre en place la mainmise, une espèce de terrorisme intellectuel de la gauche, de l'extrême gauche, du communisme, du marxisme, sur la philosophie avec la naissance des temps modernes, la revue de Sartre, sur le théâtre, sur le cinéma, sur la littérature, profitant de l'épuration, qui était évidemment nécessaire, mais qui a été mal faite, ou grosso modo, si vous n'étiez pas adhérent du Front National, qui est le mouvement communiste à l'époque, vous retrouvez comme Clouseau, condamné, alors que quand vous avez fait Le Corbeau, tout le monde a vu ça comme un film dénonçant l'attitude des Français, dénonçant d'autres Français. Non, les communistes, ils ont vu ça comme un film de collabo, financé par la Continentale, donc c'est collabo, alors que d'autres cinéastes, comme Christian Jacques, par exemple, a aussi des films financés par la Continentale, mais lui, pas trop. Surtout, c'est une réécriture de l'histoire, puisque les communistes n'ont pas été que des résistants, ou tout moins pas toujours des résistants. On se souvient. Bien sûr, il y a le pacte germano-soviétique, et puis il y en a beaucoup qui ont des choses à cacher, mais globalement, c'est ce qu'on voit bien en 45, l'épuration est mal faite, et il y a des débats passionnants en 45 entre notamment Camus et Mauriac sur l'épuration. Parce que Camus dit, il faut une épuration plus dure, il faut même une loi qui dure 6 mois, où on punit vraiment les gens de manière sévère, sans la peine de mort. C'est pour ça qu'il demandera la grâce de Brasillac, pas du tout parce qu'il trouvait que Brasillac méritait mais parce qu'il est par principe contre la peine de mort, alors que Mauriac, qui était surnommé le Saint François des Assises, lui veut sauver tout le monde. Mais en l'occurrence, on voit bien que cette épuration est mal fichue, et qu'il y a ces débats où Camus considère que finalement elle est tellement mal faite qu'il vaut mieux l'arrêter, parce qu'au début il fallait peut-être être injuste pour une justice mais bien établie, alors que là elle est faite de manière sauvage. C'est une forme de terreur. On voit bien que certains passent à travers les gouttes, et on le sait très bien puisqu'on les reverra surgir dans les années 70-80, suivez mon regard, et puis que des petits poissons qui faisaient des échos dans certains journaux se retrouvent condamnés au même titre que des vrais collabos de Radio Paris ou autres. Donc il y a ça qui est une conséquence de cette alliance avec le Parti communiste. Si on est proche du Parti communiste, même si on a été un collabo, on échappe à certaines choses parce que on va se mettre au service de cette pensée qui a pour objet quand même de prendre le pouvoir à terme en France, qu'elle ne fera pas encore, mais il y a cette idée. Et aujourd'hui, je pense qu'on est encore. Est-ce qu'elle a pris le pouvoir au moins de manière culturellement. Et puis il y aura malgré tout 80 où les communistes participeront. Et aujourd'hui encore, on est victime de cette mainmise qui s'est transmise. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui dans l'université, dans les médias, dans l'édition, dans le cinéma, qui sont tenues par des gens qui sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de cette-là, et qui se cooptent et qui font que la culture reste très majoritairement tenue par une gauche qui n'a pas forcément fait son deuil de toutes les idées communistes qui ont circulé pendant un demi-siècle. Brice Couturier, Jean-Christophe Buisson là insiste beaucoup sur le cas de la France, mais c'est vrai que dans son livre, on voit bien, il l'a dit aussi, que finalement le grand vainqueur de 1945 sur le plan géopolitique, c'est l'Union soviétique en réalité. Ben oui, parce que comme Staline l'avait dit à Yalta, partout où les alliés, où chacune des armées alliées avancera, elle imposera son système politique. L'horreur de cette affaire, c'est qu'un certain nombre de pays, de nations qui avaient collaboré avec l'Allemagne sont affreusement punis. C'est le cas de la Hongrie ou de la Roumanie. Mais vous avez un pays comme la Pologne qui a été un des principaux contributeurs de la résistance, puisqu'il y avait plus de soldats polonais sous l'uniforme en 45 que de soldats français qui combattaient contre le nazisme, et la Pologne a été abandonnée à son sort par les Alliés, alors qu'elle s'était très bien comportée. Il n'y a jamais eu de gouvernement de collaboration en Pologne. Il n'y a pas eu de Pétain. Il n'y a pas eu de collaboration, de gouvernement de coopération en Pologne, parce que comme disait Miłosz, s'il y en avait eu un, ses membres auraient été liquidés par la résistance dans la nuit. Ils ont résisté de façon extraordinaire et on les a abandonnés à l'ogre soviétique. Donc oui, pour rejoindre ce que disait Jean-Christophe Buisson à l'instant sur la domination du communisme sur la culture. Je me souviens que Hervé Bourges m'avait dit
Il y a eu un deal passé à l'époque en 58 entre les communistes et De Gaulle. De Gaulle estimait que la plupart des journaux lui étaient hostiles, donc il a mis la main sur l'information télévisée. Par contre, la culture était entre les mains des communistes et ça fait partie du deal. C'était un deal de 58 qui a reproduit le deal de 45 entre les gaullistes et les communistes. La culture pour vous, les infos pour nous. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là parce que c'est ni les infos ni la culture, c'est tout entre les mains de la gauche. Il y a aussi la culture américaine qui triomphe à ce moment-là en 1945. Oui, avec notamment le cinéma. C'est en 45 qu'on découvre un film comme Le Dictateur qu'on n'avait pas pu voir en France, ou les films d'Hitchcock, les westerns de John Ford. Mais grâce à une certaine loi qui permet l'exception française de perdurer, le cinéma français de vivre et de bien vivre. 2024 est une année assez faste pour le cinéma français. On se fixe quand même des limites pour éviter cette invasion totale de la culture américaine, mais en 1945, on en est à le bebop arrive avec les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés qui accueillent Charlie Parker ou Gillespie. Gillespie, pardon. Donc il y a cette culture qui arrive, mais qui est quand même qui est pas prégnante grâce à certains garde-fous qui existent en France. Comme elle l'a aujourd'hui. Et c'est aussi la naissance d'un monde bipolaire en deux blocs. C'est pour ça que je vous parlais de la culture américaine qui va effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, perdurer jusqu'en 1989. Oui, parce qu'on voit l'Amérique comme étant aussi notre protecteur naturel contre l'avancée de l'Union soviétique et de l'armée rouge et de ses séides et de sa cinquième colonne en France. Donc c'est quand même l'Amérique qui débarque effectivement en Normandie. C'est l'Amérique qui libère une partie du pays avec la 2e DB, avec d'autres armées alliées. Mais on est quand même redevable à nouveau à l'Amérique de ça et de nous éviter encore une fois ce bolchevisme dont le régime de Vichy et les collabos se voulaient aussi les ennemis numéro 1. Donc on voit bien qu'avec l'Amérique, on y arrivera en préservant quelques libertés et au prix effectivement d'une certaine dépendance. Et l'Amérique a des arrière-pensées aussi quand elle arrive. Elle veut supprimer le franc, elle veut instaurer quand même la même chose en France qu'en Allemagne. Donc merci de Gaulle de nous avoir quand même protégés de ça aussi. Il y a cette volonté qui est pas, ils sont pas totalement désintéressés, les Américains non plus. Mais enfin, à tout prendre, les Français préfèrent un régime sous dépendance américaine que sous dépendance soviétique. Et je pense qu'ils ont raison. Merci Jean-Christophe Buisson, merci Brice Couturier. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue à refaire l'histoire et à voir ce qu'elle nous apprend sur notre présent. À tout de suite sur Sud Radio, En toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec les journalistes essayistes, historiens Brice Couturier et Jean-Christophe Buisson. Ils sont venus nous parler ce matin de leur livre consacré à des années charnières, 1945 pour Jean-Christophe Buisson et 1979 pour Brice Couturier. Ce sont deux livres passionnants publiés aux éditions Perrin qui nous font réfléchir aussi à nos années charnières, à nous, puisqu'on a commencé l'émission avec ça. 2024 et peut-être 2025 sont des années de basculement également. Avant la pause, on a surtout parlé de 1945, Brice Couturier, avec Jean-Christophe Buisson qui nous expliquait que le monde après 45 va renaître avec une certaine stabilité, un monde divisé en deux blocs, certes, mais qui va effectivement créer une certaine prospérité jusque en 1989. Mais il nous disait lui-même, avant 89, il y a eu 79. C'est peut-être le début de l'effritement, le début de la fin du monde bipolaire. Alors, ce qui se passe en 79, c'est absolument passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est le retour du grand personnage historique, de l'acteur historique. C'est le retour de l'acteur en sociologie également. Mais c'est 79, ça m'intéressait parce que ça permettait de faire des portraits d'un certain nombre d'acteurs absolument décisifs. Il y a Khomeini qui gagne l'espèce de guerre civile qui a lieu en Iran au cours de l'année 79, après le départ du Shah en catastrophe en janvier. C'est
c'est Deng Xiaoping qui en réalité provoque la mondialisation parce qu'il prend le pouvoir fin 78 au sein du Parti communiste chinois et qui décrète cette espèce d'ouverture incroyable sur le monde qui va donner en réalité la mondialisation. C'est Margaret Thatcher qui met fin en réalité aux fameuses recettes keynésiennes qui étaient en train de plomber les économies occidentales et sur lesquelles progressivement tout le monde va s'aligner en comprenant que les recettes keynésiennes ne fonctionnent plus, qu'elles donnent la fameuse stagflation qui a été la plaie des années 70. Je le raconte aussi, le premier voyage dans son propre pays du pape Jean-Paul II en Pologne, qui montre, qui pose les bases de solidarité et qui donc est à l'origine de ce qui va se produire en 89, c'est-à-dire la chute du communisme. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de grandes tendances qui n'étaient pas du tout prévisibles. Fin 78, on n'imaginait vraiment pas qu'il pouvait y avoir une révolution religieuse. On imaginait, tout le monde pensait que les révolutions dans le modèle avaient été déposées une fois pour toutes en 89 par la France et en 17 par la Russie, que les révolutions étaient par définition athéistes, en tous les cas anti-religieuses. C'est pour ça qu'on n'a rien compris. Je cite un certain nombre de témoignages, y compris celui de Giscard d'Estaing, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe en Iran et qui disent les religieux ils vont pas tenir longtemps, c'est pas leur rôle que de diriger un pays. Ils sont toujours là. Il se passe exactement l'inverse d'une certaine manière. C'est le laboratoire, je dis ça de manière un peu sommaire, mais de l'islamo-gauchisme, l'Iran de Khomeini. Ça se termine assez mal d'ailleurs pour les gauchistes, mais est-ce que ça fait écho à ce que nous vivons aujourd'hui avec cette alliance qui peut apparaître contre nature entre certains partis de gauche et des islamistes? Écoutez, je suis persuadé que c'est à ce moment-là, en 79, que naît l'islamo-gauchisme et qu'il naît en Iran. Pourquoi ? Parce que le grand intellectuel organique de Khomeini, quand il prend le pouvoir, c'est Ali Shariati. Shariati, il a théorisé le fait que dans l'islam, il a trouvé qu'il y avait une lutte toujours entre les moustadafines et les moustakbirines. Les moustakbirines, c'est les arrogants, les mauvais musulmans, les impies, et les moustadafines, c'est les humiliés. Donc, vous voyez, là, il a transposé la lutte des classes dans des termes religieux. Et c'est ça qui crée l'islamo-gauchisme. C'est la juxtaposition d'une thématique religieuse, manichéiste, l'idée que c'est un imam qui va pouvoir, parce qu'il est inspiré par Dieu et qu'il n'a pas besoin de la caution populaire et démocratique. Au contraire, il faut qu'il s'en passe. La démocratie, c'est diabolique, mais que l'imam va prendre la tête des moustadafines pour le rentrer dans une espèce de lutte des classes contre les moustakbirines. Et quand vous transposez la thématique de Shariati, il avait été formé par les marxistes français en réalité. Il était déjà mort quand Khomeini a pris le pouvoir, mais il est clair que Khomeini s'est inspiré de ce théologien politique, théologie politique iranien. Donc, on comprend, c'est génial parce que moi je raconte comment s'est déroulée la révolution iranienne étape par étape, parce qu'aujourd'hui on dit c'est une révolution religieuse, mais au départ elle ne l'est pas. Au départ, c'est les moudjahidines du peuple dont tout le monde a peur, parce qu'ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont l'expérience de la lutte armée contre le Shah d'Iran et tout le monde pense qu'ils vont gagner le pouvoir. Les Américains redoutent le Tudeh communiste qui suit Khomeini à la trace. Mais j'ai retrouvé la fiche de la CIA qui décrit Khomeini et qui dit il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux parce qu'il n'est pas pro-soviétique. Les Américains n'ont rien vu venir. Personne n'a rien vu venir. Et on en est toujours là. Je veux dire, le régime iranien, il est toujours en place. Ouais, une chose, c'est que la leçon qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que le parti Tudeh que vous mentionnez se fait laminer. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme, ça marche pour la conquête du pouvoir, mais quand il y a l'exercice du pouvoir, il y en a un des deux qui prend le dessus. Et généralement, c'est les islamistes. Parce que les communistes, on les a plus beaucoup vus en Iran. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre et que vous mentionnez, c'est que les quatre figures que vous avez mentionnées tout à l'heure, en 1978, un an avant, elles sont soit au fond du trou, en exil, comme Khomeini, avec grosso modo aucune chance de revenir au pouvoir, Wojtyla qui est un inconnu, Margaret Thatcher qui est dans le shadow cabinet mais qui est là parce que vous le dites très bien, il fallait qu'il y ait une femme, sinon les conservateurs se faisaient taper sur les doigts déjà à l'époque, il n'y avait pas assez de femmes parmi eux. Et Deng Xiaoping, après la révolution culturelle, il est envoyé dans les campagnes, il n'est rien. Donc c'est fascinant, c'est l'imprévisibilité de ce qui se passe en 79, il y a aussi que les quatre figures qui vont émerger, que vous mentionnez, que vous décrivez, sont aux antipodes de ne serait-ce que de l'ambition de venir au pouvoir
un an plus tôt. C'est ça aussi qui est formidable dans l'histoire et qu'on vit aujourd'hui, c'est que peut-être que le sauveur de la France, on connaît même pas son nom aujourd'hui, qui arrivera dans un an, qui va émerger parce que les circonstances. C'est vrai que le général font de Gaulle émerger des était gens sous-secrétaire d'État. C'était pas une figure importante effectivement avant d'arriver à Londres. Jean-Christophe Buisson, pour revenir à 1945, est-ce que finalement l'échec de 1945, c'est pas d'avoir voulu bâtir un monde sans Dieu d'une certaine manière, parce qu'il y a deux modèles face à face. D'un côté, le communisme, enfin le soviétisme, donc une idéologie marxiste, et de l'autre, la victoire du marché, en quelque sorte, avec les États-Unis. Est-ce que ce sont deux modèles finalement qui ne répondaient pas à un besoin de l'être humain qui est celui de croire? Oui et non, parce qu'on essaie d'associer Dieu à tout cela. Par exemple, les catholiques de gauche, 1945, c'est la naissance de ce qui deviendra le journal La Vie ou le témoignage chrétien. Ils veulent faire alliance les communistes en disant on s'est battus ensemble dans la résistance contre les nazis. Ils respectaient notre foi comme on respectait leur athéisme en parlant des communistes. Donc on doit arriver à faire quelque chose en commun. Le mouvement, le MRP, démocrate chrétien, est très puissant en 1945. Encore une fois, Camus ou Bernanos sont des gens qui comptent intellectuellement et l'humanisme revendiqué par Sartre, enfin son humanisme, son existentialisme, il se fait sans Dieu, mais on voit bien qu'il est obligé de discuter avec les autres humanistes. D'ailleurs, en 1945, je rappelle que les communistes haïssent Sartre, ils le clouent au pilori, parce qu'ils considèrent que son existentialisme n'a rien à voir avec le marxisme, alors que Sartre essaye de se faire une petite place, parce qu'il a bien compris que le pouvoir intellectuel, il était chez les communistes, donc il va y arriver d'ailleurs à se faire accepter par les communistes. Donc effectivement, il y a l'idée que Dieu n'est pas tout à fait mort en 1945. On essaye quand même de l'associer, mais effectivement, la réalité de ceux qui prennent le pouvoir dans le monde sont des régimes qui font peu de cas de Dieu. Mais encore une fois, le personnalisme, Emmanuel Mounier, c'est très important en 1945. C'est vraiment parce qu'encore une fois, il s'est inscrit dans la résistance. La Croix peut reparaître très vite parce que la plupart des collaborateurs du journal La Croix ont été des grands résistants. Donc il y a l'idée qu'il y a un christianisme de gauche qui s'est entendu avec les communistes, qui peut influencer. De Gaulle lui-même est au pouvoir et c'est un grand catholique. Donc il y a pas d'assimilation enfin il y a pas de volonté de négation de Dieu, même si, encore comme vous avez raison, ceux qui prennent le pouvoir dans le reste du monde, que ce soit les Américains et encore, ils ont un certain attachement protestante certes à Dieu, et les communistes en font peu de cas. Et moi je voudrais juste revenir sur 79 parce qu'il y a un chapitre, si je puis me permettre de faire la promotion du livre de Brice Couturier. Il y a un chapitre qui est vraiment qui explique très bien tout, c'est le chapitre sur les Khmers rouges, qui est très long, très développé, très détaillé, et qui montre, au-delà de la découverte évidemment de l'horreur du régime Khmer rouge génocidaire, l'intervention des Vietnamiens, et on voit bien c'est la fin d'une certaine utopie gauchiste, cet événement. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que des John Baez, des chanteurs qui ont été en pointe dans les années 70 contre la guerre au Vietnam, contre les Américains qui interviennent au Vietnam, le pauvre petit peuple vietnamien, en 78-79, le Vietnam envahit le Cambodge pour débarrasser le pays des génocidaires, mais en fait c'est aussi pour prendre le pouvoir au Cambodge, et vous le décrivez très bien. Et on refuse, alors que des Kouchner et des Glucksmann disent il faut aider non seulement les boat people vietnamiens victimes du régime communiste, mais les camps. Les camps de la mort, d'une certaine manière, entretenus par les Vietnamiens, qui refusent qu'on apporte une aide alimentaire à tous ces Cambodgiens qui ont été envoyés dans les campagnes parce qu'ils veulent contrôler le pouvoir. Et là, c'est la fin de l'idée que le Vietnam, que le petit Ho Chi Minh que je décris en 1945, c'est un monstre. C'est un monstre comme les autres communistes, et que tous ces gauchistes qui ont dit Ho Chi Minh, Diap, ce sont des héros, s'aperçoivent que le régime vietnamien est un régime communiste absolument terrible, qui vaut à peine mieux que le régime génocidaire Khmer Rouge, et que le communisme en général
quelle que soit sa version, même si à chaque fois vous avez quelqu'un, vous avez un badiou pour vous expliquer, ah non, c'est pas des régimes communistes, c'est pas exactement ça le communisme, donc le communisme est pur parce qu'il n'a pas encore été au pouvoir. Blague à part. Non, mais non, ça fait 70 ans qu'il y a toutes les déclinaisons possibles, qu'il y a de 70 ans depuis 1917. Chaque fois, c'est jamais, ah ben non, parce qu'il y a des morts, donc c'est pas ça le communisme. Bah si, c'est ça le communisme. Et ça, c'est vraiment passionnant parce qu'on voit bien la fin de cette illusion aussi, au-delà du régime Khmer Rouge, de l'illusion qu'a été le communisme pour des millions et des millions de gens victimes de ce terrorisme intellectuel qui nous expliquait que le communisme était forcément mieux que tout le reste. Brice Couturier, pour revenir sur la question que je posais à Jean-Christophe. Je peux pas. Vous pouvez rebondir. Allez-y. Ajouter parce que je remercie Jean-Christophe Buisson d'avoir cité ce chapitre parce qu'il est essentiel. Effectivement, c'est le plus lourd et celui qui m'a demandé le plus de travail, je dirais. Mais aussi, ce que je montre dans ce chapitre-là, effectivement, c'est le fait que le mythe de l'héroïque combattant des rizières qui a animé toute une génération de combattants contre la guerre du Vietnam, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, s'effondre parce qu'on s'aperçoit effectivement que le régime communiste vietnamien est une horreur et que des centaines de milliers de gens préfèrent les requins sur la mer. Mais surtout, ça provoque dans l'intelligentsia française de gauche, mais pas seulement de gauche, une remise en question fantastique. C'est-à-dire que le mythe tiers-mondiste qui était qu'on doit tout pardonner aux pays qui sortent de la colonisation parce qu'ils sont des victimes et que donc ils viendront à la démocratie, mais plus tard, et pour l'instant, il faut accepter qu'ils soient des régimes autoritaires, voire totalitaires. Ce mythe s'effondre quand on voit ce que les Cambodgiens ont commis, qui est quand même le plus abominable du XXe siècle. Pratiquement 20 à 25% de la population exterminée à coups de bambou quand même. L'interdiction d'apprendre pour les enfants, etc. Enfin, le travail forcé. Bref, l'effondrement de ce mythe, qui était en fait le mythe tiers-mondiste, donne lieu à une nouvelle idéologie à gauche qui va rejoindre une partie de l'idéologie de droite, qui est celle des droits de l'homme. C'est pour ça que je cite le journal de Kouchner, qui est le premier à visiter, Bernard Kouchner, qui est le premier à visiter le fameux camp de concentration et de torture des Khmer rouges. Et il dit, lui, il faut arrêter de faire le tri entre les victimes. Il n'y a pas les bonnes victimes qui seraient celles du fascisme, de Franco, de Pinochet, et puis les mauvaises victimes qui seraient celles des communistes dont il ne faut pas parler. Et maintenant, on commence à comprendre. Et les libéraux, eux, n'ont jamais dit le contraire. C'est que Jimmy Carter qui vient de disparaître et sur cette ligne-là, mais ça lui coûtera sans doute l'élection en 1980. Absolument. C'est pour ça que je finis avec un chapitre sur Carter, parce que c'est le dirigeant occidental qui a voulu faire de la politique des droits de l'homme l'axe central de sa politique étrangère. Et il se plante, parce qu'on peut pas, il y a forcément incohérence. Vous pouvez pas en même temps condamner les Argentins et les Chiliens et livrer des armes à la Corée du Sud et aux Philippines, qui à l'époque sont des dictatures tout aussi redoutables que celles de l'Argentine ou des Chili. Donc on peut pas fonder une politique sur les droits de l'homme comme Marcel Cochet nous l'expliquait par la suite. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire à partir de 79. C'est là qu'il y a vraiment un tournant. Et là aussi, la figure fantastique de Jean-Paul II est emblématique, parce que c'est le pape catholique qui tend la main aux dissidents de gauche polonais, sociodémocrates, qui luttent contre le communisme en leur disant « Nous avons le même adversaire qu'est le régime totalitaire. Nous devons nous entendre sur les droits de l'homme. » Merci Brice Couturier, merci Jean-Christophe Buisson. Le temps passe vite, mais il reste encore une partie à cette émission pour continuer d'explorer ces deux années charnières que sont 79 et 45 et se projeter sur notre futur, puisqu'on est au début de l'année 2025. J'en profite pour en souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Jean-Christophe Buisson et Brice Couturier qui nous parlent de leurs livres respectifs consacrés à des années charnières. 1945 pour Jean-Christophe Buisson et 1979, le grand basculement du monde pour Brice Couturier. Deux livres qui paraissent des éditions Perrin et qui nous font réfléchir également sur notre présent. Avant la pause, Brice Couturier, on évoquait les Khmers rouges et que le fait qu'une partie de la gauche prend conscience quand même des horreurs du communisme à ce moment-là. On peut pas dire que toute la gauche voit clair, puisqu'au même moment, on parlait de la révolution iranienne tout à l'heure, la révolution iranienne est particulièrement soutenue, y compris en France. Oui, par Michel Foucault, par exemple.
Oui, il y a un centre d'intellectuels qui ne voit pas la réalité déjà à l'époque et qui, sous prétexte qu'on a renversé le Shah d'Iran, l'allié des Américains, donc de l'impérialisme, fonce, et qu'en plus ce régime est pas spécialement aligné ni sur la Chine ni sur l'Union soviétique, ça devient là encore une espèce de lutte du tiers-monde. Et comme je disais tout à l'heure, la nouvelle gauche, celle que par exemple qu'incarne Rocard, dont je parle également dans mon bouquin, cette nouvelle gauche, elle, comme le Nouvel Observateur, comme la CFDT, appuie les droits de l'homme. Et vous avez l'ancienne gauche qui dit, mais ça, on voit bien le débat qui traverse le féminisme à l'époque, le féminisme européen au moment de la prise de pouvoir de Khomeini. Vous avez des gens qui vont manifester avec les femmes iraniennes contre le voile, et d'autres qui disent, mais c'est la culture qui le veut, donc c'est leur tradition, il faut les respecter. Nous serions des impérialistes culturels si nous allions lutter contre le voile en Iran. Et ce débat, on l'a toujours aujourd'hui. On n'est pas sorti. Et d'ailleurs, c'est la gauche des droits de l'homme qui a perdu, on peut le dire aujourd'hui, à l'intérieur de la gauche. En France, en tout cas. Oui, si vous considérez qu'LFI est devenu le leader de l'ensemble. Je constate. Oui. Oui, enfin, je pense qu'on a quand même changé d'époque parce qu'il n'y avait pas de wokisme encore à l'époque. Disons que peut-être le wokisme a pris la suite de l'idéologie tiers-mondiste dans un certain sens d'ailleurs. Oui, il y a un héritage là, il y a une transmission. Il y a aussi l'idée qu'on n'arrive pas à penser contre soi-même à gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous entendez des gens de gauche dénoncer quotidiennement justement ce qui continue à se passer en Iran, dénoncer quotidiennement ce que fait Poutine en Ukraine, dénoncer quotidiennement ce qui se passe au Venezuela, dénoncer quotidiennement ce régime esclavagiste qui s'appelle la Corée du Nord ou le Nicaragua avec les sandines. Non, moi ce qui me frappe, c'est que il y a quelqu'un qui est passé complètement inaperçu au XXe siècle, c'est David Rousset, qui est un type extraordinaire, qui était un grand résistant, qui était déporté, trotskiste, fondateur du Parti ouvrier internationaliste, donc pédigré de gauche impeccable. Il est déporté à Buchenwald, il revient, il fait ce livre, l'univers concentrationnaire nazi, où il explique ce qu'est la vie quotidienne dans un camp de la mort, etc. Et puis après, il reçoit des témoignages d'anciens communistes qui sont partis en Union soviétique, qui ont fini au goulag. Il recueille tous ces témoignages, il en fait un livre. Et là, ça devient la bête noire de toute la gauche intellectuelle française en disant c'est un hitlérien. Le type a été déporté à Buchenwald, il a raconté ce qu'étaient les camps nazis. Simplement, il explique que les goulags existent, que les laogai en Chine existent, et il devient la bête noire. Alors, il va rester fidèle à son trotskisme d'une certaine manière, même s'il travaille au Figaro littéraire, mais il est resté ce penseur anticolonialiste. Pour le coup, lui, il a pas réussi à faire le lien entre les deux. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce David Rousset, dont la gauche se contrefou aujourd'hui, qui est vraiment un homme extraordinaire, aujourd'hui c'est la même chose. On n'arrive pas à renier. Certains parviennent à le faire, et il faut un certain courage, en se disant non, c'est pas possible, j'ai cru à cette illusion, je ne peux pas tout jeter, je ne peux pas m'être trompé pendant 10, 20, 30, 40 ans, donc on reste complice de régimes comme l'Iran aujourd'hui, comme on trouve des excuses à la Russie de Poutine, etc., parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de cette idée selon laquelle on a raison, on est dans le camp du bien, donc ce qu'on a dit il y a 20 ans, c'était forcément le bien. On n'arrive pas à se dire, aujourd'hui, je pense différemment. Il y a des dissidents, il en existe, on en connaît, mais c'est quand même quelque chose qui est très ancré à gauche, l'idée de ne jamais reconnaître s'être trompé, s'être fait berner, et ça arrive sur des régimes comme sur des cas particuliers. Regardez un certain gauchiste qui a tué des policiers en Italie et qui était considéré comme un héros jusqu'à que, y compris par Fred Vargas, jusqu'à que lui-même avoue que non, il était vraiment coupable. Donc c'est ça qui me fascine à gauche. Brice Couturier, on met un peu en miroir l'année 45, l'année 1979 et aujourd'hui. Et 45, on voit, c'est l'émergence d'un monde bipolaire avec l'affrontement entre le capitalisme et le communisme. Est-ce qu'en 79, l'islamisme commence à remplacer le communisme ? C'est à très petite dose. Non, ce qu'il y a de nouveau en 79, c'est qu'il y a un retour du religieux. Et il est général, parce que j'ai retrouvé que Margaret Thatcher, quand elle a pris le pouvoir, qu'elle est rentrée de 10 Downing Street, elle a fait un discours très étrange sur le pas de porte en citant les pères de l'Église. Et Carter, vous savez, faisait des commentaires de la Bible tous les dimanches de sa paroisse. Aux États-Unis, il n'y avait pas encore la sécularisation était pas poussée comme elle l'était déjà en Europe. Mais enfin, le fait que vous avez que un personnage comme Jean-Paul II devient quelque part
le leader clandestin politique de la Pologne dès 79, que Margaret Thatcher cite les pères de l'Église en prenant le pouvoir, que Khomeini prenne le pouvoir contre le Toudé et les gauchistes iraniens des Moudjahidines du peuple, ça montre qu'il y a ce que la revanche de Dieu, comme dira Keppel quelques années plus tard, qui est un des premiers en France à l'avoir diagnostiqué. Or, encore une fois, à l'époque, on imaginait que puisque l'Europe occidentale était sur la voie d'une déchristianisation et d'une sécularisation générale, c'était un mouvement qui inévitablement allait s'imposer au monde entier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été le cas. Le retour du religieux a été un des phénomènes les plus frappants des années 80 en réalité. Et on peut y rajouter l'Afghanistan, puisque 79 c'est l'année où l'URSS envahit l'Afghanistan, qui est quand même un régime communiste, qui se débarrasse de communisme, et que la résistance va être incarnée par les talibans, par les moudjahidines, dont auxquels Ben Laden participera, etc. Donc c'est aussi le début de cette résurgence, c'est que pour lutter soit contre les méchants capitalistes, contre les méchants communismes, en fait il faut l'aide de Dieu, ou l'aide d'Allah en l'occurrence, pour y arriver. D'ailleurs, oui. Alors que ce sont des sunnites, alors que Khomeini est un chiite, donc ça traverse les deux grands courants de l'islam dès 1979, l'idée que Dieu va nous donner les armes et les moyens de combattre les impérialistes occidentaux, qu'ils soient russes ou américains. Et ça va se manifester 10 ans après de manière encore plus nette avec la victoire des talibans, avec la fatwa contre Salman Rushdie, et en France avec la première affaire du voile de Creil. C'est peut-être pour votre prochain livre, Maurice Couturier, l'année 1989. Mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, le monde effectivement bipolaire de la guerre froide a disparu? Est-ce que on est face à un nouvel affrontement entre les démocraties occidentales et ce qu'on pourrait appeler le Sud global, puisqu'il s'appelle ainsi? Et qu'est-ce que c'est ce Sud global? Est-ce que c'est un mélange d'islamisme, de dictature qui aurait mal digéré le communisme? Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Les rapports internationaux aujourd'hui, tels que je les perçois, c'est la lutte entre plutôt les tenants de l'ordre international libéral, c'est-à-dire nous, les Européens et les Américains, les Australiens, les différents alliés qu'on peut avoir à travers le monde, comme la Corée du Sud, le Japon, etc. On n'est pas isolés. Et en face, les États voyous, l'Iran, la Russie, la Chine, qui de plus en plus se tourne de ce côté-là. Et entre les deux, effectivement, le Sud global qui hésite. On peut pas savoir si l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud vont pencher d'un côté ou de l'autre. Et pour moi, c'est pour ça que l'élection de Trump est décisive, parce que c'est Trump qui va décider par son attitude si les États-Unis et l'Occident de manière générale, les démocraties occidentales libérales l'emportent et font preuve d'autorité, laissent pas Taïwan tomber du côté chinois, laissent pas les Chinois s'emparer de Taïwan, ni les Russes s'emparer de l'Ukraine. Si Trump fait preuve d'autorité et s'il mobilise les immenses ressources militaires et politique et économique de l'Amérique pour défendre ses alliés de manière vigoureuse, je pense que les États voyous comprendront la leçon et que le Sud global penchera de notre côté. Mais ça dépend vraiment de l'attitude de Trump, de son courage, de son autorité. S'il se retire, si c'est l'isolationnisme américain et si c'est l'abandon des alliés, si c'est l'abandon de l'Ukraine et l'abandon de Taïwan, alors nous sommes perdus. Et vous mettez Israël aussi dans les... Évidemment, Israël aussi dans nos alliés, j'allais l'oublier bien entendu. C'est un des principaux alliés que nous avons et c'est celui qui avance le plus aujourd'hui parce que grâce à Israël, Trump va hériter d'un Moyen-Orient dans une situation très différente de ce qu'elle était il y a encore 6 mois. Justement, 1979, c'est la révolution islamique. Est-ce que vous me disiez en début d'émission, 2025 pourrait être l'année du grand basculement finalement? Est-ce que ça pourrait être l'année de la chute du régime des mollahs? Est-ce que vous y croyez? Écoutez, là maintenant, Trump a le doigt sur le bouton pour le nucléaire iranien. Si les Iraniens estiment que puisqu'ils ont perdu le Liban, qu'ils ont perdu la Syrie, qu'ils ont perdu le Hamas, il leur reste qu'une carte, c'est la bombe atomique, et avec la perspective de détruire Israël, comme ils n'ont jamais caché que ce qu'il faudrait, ils ont quand même fourni des missiles balistiques aux Houthis et ils en ont fourni au Hezbollah. Donc ils sont capables de donner aussi des bombes des armes nucléaires à leurs alliés. Je lisais un article tout récemment dans Foreign Affairs, les Américains ont le doigt sur le bouton. Et tout dépend aussi si la Russie continue à soutenir l'Iran ou pas. Aussi. S'il en a les moyens. Mais si l'Iran va vers la bombe atomique, si elle fait mine de s'en doter, il est très probable que les Américains l'empêcheront, par des moyens militaires compris.
On en reparlera peut-être dans cette année 2025 qui s'annonce mouvementée. J'étais ravi de vous recevoir ce matin pour la première émission de 2025. Merci Brice Couturier, merci Jean-Christophe Buisson et lisez ces livres passionnants. 1945, 1979, c'est chez Perrin. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.